Et désormais, on va accueillir aussi l'équipe AG2R La Mondiale qui vient nous rejoindre pour ce moment-là. C'est bien ça. On va les applaudir. L'équipe AG2R qui est avec nous. Alors, Philippe, c'est le moment. Philippe Dacosta, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Cher Jean-Baptiste Marsetti également. Très bien. Cher Philippe, quel bonheur de se retrouver dans des moments comme ceci. Je vous laisse tous ensemble parce que c'est vous qui menez la co-réalisation de cet atelier. On va parler ici de raison d'être notamment. Je vous laisse embarquer la foule. On va mettre le timer pour vous aussi en face sur toute la durée de cet atelier. Le micro, on va l'allumer. Hop. Hop, ça devrait fonctionner. Messieurs, regardez que le bouton soit tourné vers le haut. Ça devrait fonctionner? Parfait. Alors, j'ouvre donc au titre de l'UDES cet atelier participatif et comme l'a si bien dit Jean-Pierre avant moi, donc cet atelier, c'est un atelier participatif, c'est votre moment, c'est pour intervenir comme vous l'avez fait dans le précédent atelier. Monsieur Dacosta et Monsieur Beauferti se présenteront tout à l'heure, je leur laisserai la parole. Quelques mots d'introduction. Donc cet atelier, la raison d'être, un levier d'attractivité pour ma structure. Le ton est déjà donné par notre dessinateur qui, pour illustrer cet atelier, l'a fait avec des cœurs sur les personnages, mais également sur la structure censée accueillir l'attractivité. Je trouve que c'est déjà de bon augure et je l'en remercie. Alors, je le redis parce que dans les temps de préparation, il a été vraiment insisté sur le fait que nous avons besoin de vos expériences, nous avons besoin de vos questionnements. Et donc, ce temps de la Convention, cet anniversaire, va également permettre, avec tous ces travaux, c'est pas one shot, ça va permettre à l'UDES de travailler ces multiples feuilles de route. Et je crois que c'est ce qui nous réunit et c'est ce qui est important. Alors, dans l'atelier précédent, Jean-Pierre peut-être regrettait de ne pas avoir abordé petite structure et structure plus importante. C'est peut-être l'occasion, là, maintenant, dans cet atelier, de penser peut-être à ce qui... Nos valeurs nous rassemblent, mais nous avons quand même nos différences de secteur d'intervention, bien entendu, et de la taille également de nos structures. Je vais laisser la parole là tout de suite donc à M. Dacosta de la direction d'AG2R La Mondiale et puis à M. Beauferti en tant qu'expert, puisque une question va vous être posée, comme dans l'atelier précédent. Et à travers vos réponses et vos interventions, nous allons essayer effectivement de définir notre raison d'être comme un levier d'attractivité pour nos structures. Je vous passe la parole, non, peut-être à M. Beauferti d'abord. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On m'a demandé de me présenter donc, en quelques mots. J'ai eu la chance de travailler avec l'UDES en 2017, lorsque j'étais rapporteur du rapport Boréo sur innovation sociale. J'ai aussi travaillé au ministère du Travail avec insertion par activité économique. Et donc je salue tous les réseaux avec qui j'ai travaillé et puis les quatre familles. Et ensuite, j'ai travaillé sur le rapport Nota-Sénar qui a donné lieu justement à l'entreprise à mission, à la raison d'être des entreprises. C'est à ce titre que je vais vous dire quelques mots aujourd'hui. Donc sur la raison d'être, en fait, pour l'anecdote, au moment donc, de ce rapport Nota-Sénar, donc avec Nicole Nota, ancienne secrétaire générale de la CFDT, et Jean-Dominique Sénard, qui à l'époque était président de Michelin, qui est aujourd'hui président de Renault, à l'époque, on a très peu parlé de raison d'être entreprise à mission avec les personnalités qu'on avait interviewées et puis toutes les tribunes dans les médias qui nous sollicitaient sur la réforme de l'entreprise. À l'époque, on parlait beaucoup de la réforme du Code civil.
Il y a eu des gros débats politiques. Finalement, cette réforme du Code civil, on l'a faite. On a fait figurer que toutes les sociétés doivent prendre en considération leurs enjeux sociaux et environnementaux. Et puis, on attend que la Cour de cassation nous dise précisément quelles conséquences ça va avoir pour toutes les entreprises françaises. Et donc, on repart maintenant un peu plus de ce qu'on a fait d'autres à l'époque, qui est cette raison d'être et entreprise à mission. Le constat de départ, c'était le court-termisme et la financiarisation de beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises. On est parti de cette phrase de Peter Drucker, donc un universitaire américain qui était considéré comme le pape du management. Donc on a pris quelque chose de très classique pour ne pas effrayer les dirigeants des grandes entreprises, qui a cette phrase: la rentabilité n'est pas le but de l'entreprise, mais un facteur imitatif, un test de validité. Donc, si je vous dis ça aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens sourient, se disent voilà, ça ne surprend pas beaucoup, mais je vous assure qu'à l'époque, quand on disait ça, beaucoup de gens nous regardaient quand même un peu en diagonale. Et donc, une fois qu'on a posé ce constat, eh ben, il fallait bien, la nature a horreur du vide, il fallait bien dire à ces dirigeants d'entreprise, on sait bien que du jour au lendemain, ils ne vont pas arrêter de regarder le ROI, la rentabilité, etc. Mais quand même, il fallait leur mettre une boussole. Et donc, on a proposé ce terme de raison d'être qu'on a essayé de définir un petit peu. Donc, l'idée, c'est justement de dire ce qui doit animer dans l'entreprise, non pas seulement une vision d'individu éclairé, mais aussi la discussion collective dans la gouvernance et avec les équipes, c'est à quoi on sert. Pourquoi on se lève le matin? Dans certains métiers, c'est très facile. Dans certaines activités, c'est très facile. Dans d'autres, on est obligé de faire des grandes phrases, on doit discuter. Et donc, c'est bien de poser ça sur la table. Et donc, je vais finir mes quelques mots sur peut-être quatre conseils, 4 critères que nous, on utilise pour réfléchir à cette raison d'être. Le premier, c'est la sobriété. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées là-dedans pour nous expliquer que à eux seuls, ils sauvaient la planète, ils sauvaient tout le monde. Donc, moi, je pense qu'il faut une certaine sobriété parce que, en fait, votre activité parle pour vous. Les gens ne se laissent pas manipuler par des grandes phrases. Donc, expliquez vraiment ce que vous faites. Et la phrase qu'on a utilisée dans le rapport, c'est ce qui est indispensable pour opérer votre société, votre activité. Donc, une forme de retour aux sources. Deuxièmement, c'est quand même donner un souffle. C'est quand même la raison d'être. Ce que je disais à l'instant, quand même, certains matins, quand on va travailler, on est motivé. Il y en a d'autres, on est un peu moins. Ça arrive à tout le monde. Et c'est bien de se raccrocher à cette phrase qu'on s'est dit, qu'on a déterminée collectivement. Il faut quand même que ça nous tire vers le haut. Troisièmement, définir le succès. Puis, si on veut que ça remplace cette manie des chiffres, cette gouvernance par les nombres qui est parfois asséchante, il faut quand même qu'on se dise, là, on est à un anniversaire. Est-ce que depuis 1 an, depuis 2 ans, on va dans cette direction de cette raison d'être et éventuellement pour se remettre en question individuellement et collectivement. Et dernier point, il faut que ça soit falsifiable. Un grand mot pour dire, il faut quand même qu'on puisse se tromper, quoi. Si à chaque fois on est toujours dedans, c'est trop facile, c'est que de la communication. Donc il faut quand même que ça nous pousse quand même à nous dépasser collectivement. Voilà, c'est quelques mots. Merci. Alors, je crois que le micro fonctionne. Merci à Jean-Baptiste Barfetti d'avoir posé le cadre, et en particulier, il est bien placé en étant à la plume du rapport Nota Sénar. C'est important pour AG2R La Mondiale d'inviter Jean-Baptiste Barfetti parce que, en tant qu'acteur paritaire et mutualiste et observatoire aussi de 66 branches professionnelles, de beaucoup d'entreprises, et tout particulièrement d'un pôle de l'économie sociale et solidaire que nous avons créé en 2019, nous avons aussi, nous, en tant que groupe, été embarqués dans cette dynamique de la raison d'être, et nous l'avons travaillé autour notamment de 2 mots-clés qui sont le vivre ensemble et la cohésion sociale. Mais plus que ça, en observation de tout cet écosystème entrepreneurial et en particulier de notre secteur de l'économie sociale, ce que nous pouvons observer aujourd'hui, c'est 2 choses.
D'abord, un ensemble d'acteurs, d'entreprises, d'associations, de coopératives, de mutuelles sont entrés dans une démarche structurée à dimension juridique et se sont transformés jusqu'à des entreprises à mission. Ça a été rappelé tout à l'heure dans l'intervention précédente. C'est ce que j'appelle la première voie. Et puis, il y a eu une autre voie que nous avons pu observer. D'ailleurs, c'est celle que notre groupe AG2R La Mondiale a retenue pour l'instant. C'est ce que j'appelle la démarche dynamique. Cette démarche dynamique, c'est cette capacité à associer toutes les parties prenantes pour un travail sur le sens, sur le pourquoi, et reprenant les 4 critères que Jean-Baptiste vient de fixer. Peut-être un focus tout particulier sur un secteur extrêmement important à l'UDES, qui est le secteur associatif. Il est vrai que dans notre secteur associatif, et nous l'observons également au sein d'AG2R, puisque nous avons la chance d'avoir 2 fondations en contact avec des associations culturelles sur le terrain, une fondation Vitalité Artistique, puis une fondation sur l'autonomie, la solidarité, la jeunesse, le social, le SS. Et ce que nous observons, c'est que ces associations qui se sont emparées de ce travail sur la raison d'être ont réinterrogé leur article 2, leur objet social, le sens, les finalités, le pourquoi, et sont peut-être venus à se réinterroger sur leur projet associatif. Qu'est-ce qui fait sens de notre projet associatif aujourd'hui par rapport aux ruptures? Je ne parle pas de transition, contrairement à mon ami Hugues Vidor. Moi, je suis en train de parler plus de rupture. Aujourd'hui, on voit bien notre monde de la protection sociale est face à des risques de rupture. Comment le défendre? Comment préserver à ce bien commun que nous avons ensemble? Et en tout cas, pour ce qui concerne la raison d'être, voilà des éléments que nous observons à partir d'AG2R La Mondiale. Alors voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que l'important étant d'être dans un atelier participatif et de réagir à vos questions et aux réactions de la salle. Je crois que la question va être posée, je crois, par vous, Monsieur Dacosta. Alors, la question doit s'afficher, normalement. Voilà. Voilà. Et donc, elle est à l'écran. Et je vais vous inviter, maintenant que le système est connu de tous, donc voilà. En quoi la définition d'une raison d'être peut être utile pour votre structure? Et donc, je vous invite à répondre, ce qui va nous permettre de construire notre échange interactif qui va suivre. Je crois que c'est parti, une maîtrise totale de l'outil informatique. Et nous allons avoir rapidement un premier retour pour que nous puissions réagir, Jean-Baptiste et moi-même. Et tu vas commencer, Jean-Baptiste, évidemment. Oui, dans la salle, éventuellement. Alors, on va commencer par avoir le résultat. C'est à partir du résultat que nous allons réagir. Alors, je rappelle, donner du sens, valoriser l'image de ma structure, l'attractivité dans l'emploi, le soutien des pouvoirs publics, l'attrait des clients ou autres utilités. Quand nous aurons, je crois qu'on approche de la... Oh, bon, je crois que c'est à peu près stabilisé. Et on a véritablement, on peut déjà commencer à réagir par rapport à ce que nous avons à l'écran. Alors, Jean-Baptiste, si tu veux bien, première réaction par rapport à ce qui se dégage, j'allais dire au tiercé. On va peut-être pas tout commenter, mais au moins le tiercé, c'est-à-dire 1, donner du sens, 2, la valorisation de l'image, et 3, si je ne me trompe pas, l'attractivité dans l'emploi. À toi. Alors déjà, ça ressortait tout à l'heure dans le nuage de mots. Le premier mot qui est sorti, c'était la question du sens. Donc c'est intéressant parce que vous n'aviez pas besoin de ça, en fait. Vous n'avez pas besoin de la raison d'être pour donner du sens dans vos activités. Mais comme a dit Philippe, c'est un moyen de remettre la question sur le métier, d'en reparler, de dépoussiérer, de hiérarchiser, de remettre cette question dans le collectif. C'est ce qu'ont fait les entreprises, les grandes entreprises qui ont bien fait. Je ne vais pas citer de nom est bon ou est moins bon, mais je dirais que ceux qui n'ont pas bien fait, c'est rajouter une couche. Tout d'un coup, les salariés regardent, et puis le grand patron, depuis sa tour du 50e étage, qui dit bah voilà, notre raison d'être, c'est ça. Les salariés qui regardent ça, bon. Ceux qui ont bien fait, ils donnent la parole à tous les collectifs dans l'entreprise et ils font remonter ce qu'est les métiers, l'histoire, ce qui anime, et on en profite pour redonner peut-être une cure de jouvence à ce qui a été fondateur. Donc voilà, c'est pas une nouveauté, mais c'est une bonne occasion, et c'est comme les dates anniversaires, c'est une bonne occasion pour faire ça. Valoriser l'image de la structure, ça c'était une des réponses
facile en fait dans toutes les questions, comme la première, parce que ça regroupe en fait les autres, c'est-à-dire attirer des clients, soutenir les pouvoirs publics, attirer des recrutements. On peut synthétiser tout ça dans la valorisation de l'image de la structure. On peut dire tout ça à la fois. Donc c'est intéressant, ça montre que c'est finalement un exercice assez généraliste. C'est pas un exercice de pur RH, c'est pas au sein des RH un exercice de pure attractivité. Simplement, voilà, on sait bien que nos salariés ils sont désillusionnés, on va aller dans une fuite en avant, en attirer des nouveaux. Donc c'est ni complètement du recrutement, ni complètement pareil à ceux qui sont déjà présents, et deux à la fois. Mais c'est pas simplement du RH. Et je pense que ça correspond bien à cet exercice. À l'époque, on nous posait la question, dans quelle direction d'entreprise ça doit être fait ? Et c'est un moyen aussi de voir comment se situent les entreprises. Il y en a, ils font ça à la communication. D'autres, ils font ça dans la direction juridique parce qu'il faut tout cadrer. D'autres, ils font ça dans les RH. Et moi, ma réponse, c'est plutôt, il faut que ça soit cette vision d'ensemble comme vous avez très bien répondu. Peut-être une réaction, et puis on va donc échanger. Il y a un grand risque autour de cette dynamique de la raison d'être, c'est de le prendre comme une forme d'habillage dans lequel la question de la forme, la question de la communication, de l'image, c'est un peu comme les engagements en matière de RSE qui ne viendraient qu'une façon de verdir des activités sans qu'on s'interroge sur la profondeur de la question. Et donc, dans les thématiques qui sont posées, la question centrale, me semble-t-il, pour nous, et ça vaut pour un groupe paritaire et mutualiste, c'est la question de l'attractivité dans l'emploi. Je pense que c'est le grand défi des années qui viennent sur lequel, en tant que groupe de protection sociale, nous sentons, on a la chance d'avoir des pôles professionnels, alimentaires, coiffure, économie sociale. La grande angoisse des employeurs qui sont dans tous ces pôles, que ce soit les bouchers charcutiers, que ce soit les boulangers, c'est l'attractivité des métiers. Et nous le partageons depuis quelques mois avec les collègues du pôle qui sont devant moi, Manuela, David et d'autres qui participent de nos travaux au sein du groupe AG2R La Mondiale. Et nous sommes sur comment redonner aux emplois cette envie d'engagement qui a été évoquée, y compris dans l'atelier précédent. Et donc je pense que la vraie utilité d'une raison d'être, c'est que ça amène nos organisations, nos structures, et je répète, tout particulièrement dans les secteurs qui aujourd'hui sont les plus en difficulté, qui est le secteur associatif, à revenir au projet. Et comme disait un grand acteur de l'économie sociale que j'ai eu l'occasion de croiser dans mon parcours mutualiste, c'est l'occasion de réinterroger le projet. On peut ouvrir l'échange. On peut peut-être maintenant passer à la partie questions, échanges avec la salle. Marc Maradour, je suis toujours le même depuis tout à l'heure. Juste une question, est-ce que vous avez le pourcentage de structures, d'associations, d'organisations de l'ESS qui sont engagées ou qui sont déjà entreprises à mission? Ça, c'est la première question. Et quels conseils nous donneriez-vous pour la composition du comité de mission? Peut-être faudra que vous l'expliquiez avant de répondre à la deuxième question. Peut-être tu précises que c'est le comité de mission également en même temps. Alors, donc l'entreprise à mission, pour rappeler, c'est une société qui a fait figurer sa raison d'être dans ses statuts. Donc statistiquement, ce sont plutôt des petites et moyennes entreprises à 75%, parce que les grandes ont du mal à modifier leur statut, c'est-à-dire réunir 2/3 de leurs actionnaires pour inscrire la raison d'être dans les statuts. Donc ça, c'est la première chose. On a sorti cette raison d'être d'indicateurs sociaux et environnementaux. On a un comité de mission donc qui est composé avec très peu de règles, hein, c'est très souple. La seule règle, c'est d'avoir au moins un salarié. On a un tiers indépendant, un organisme tiers indépendant qui va auditer ce travail sur la mission, je crois, tous les 2 ans. Donc sur la première question, non, je n'ai pas de statistiques, aussi parce que il y a une question de statut. Une question de statut, c'est-à-dire on peut être société à mission quand on est une société.
Il y avait eu une proposition, c'était en 2019, c'était le rapport Rocher, président de Yves Rocher, qui faisait le bilan justement de la loi Pacte 2 ans après de ce qu'on avait fait. Et il n'a pas été suivi, mais il avait proposé que des associations puissent passer association à mission. Donc ça n'a pas été suivi. Donc il y a des associations, je pense par exemple à l'agence d'attractivité de la métropole de Nantes, qui se présentent comme association à mission. Mais statutairement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et beaucoup de gens pourraient dire, c'est déjà, voilà, l'article 2, il y a déjà... Mais il n'y a pas toute cette organisation, mais qu'on peut créer soi-même. On peut se dire, je suis une association, voilà, ma raison d'être, vous la connaissez, et j'ai composé mon comité de mission, et je me fais auditer pour montrer que ce n'est pas moi qui raconte ça dans mon coin, mais voilà. Donc il y a cette possibilité. Et donc sur la deuxième question de mes conseils, sur la composition du comité de mission, il y a une formule que j'aime bien, c'était Veolia. Avant que ça existe, ils avaient créé leur comité des Critical Friends, des amis critiques. Donc moi j'aime bien ça, de se dire, on n'est pas là pour faire un comité où tout le monde va nous dire à quel point on est beau, on est gentil, etc. C'est l'occasion d'avoir des gens extérieurs à nos métiers, à notre activité, qui vont nous apporter autre chose, qui vont nous dire, alors parfois c'est difficile, oui, on va devoir réexpliquer pourquoi on ne peut pas faire ça et pourquoi on s'est spécialisé sur ça, mais de temps en temps c'est un peu comme les enfants. Ça pose des questions, ça fait du bien de se reposer, de questionner un peu nos fondamentaux. Donc premier conseil. Deuxième conseil, d'avoir de la variété pour qu'il y ait des débats, des points de vue variés. Et puis troisièmement, moi j'ai toujours, mon tropisme dans toutes mes missions, c'est de faire venir des universitaires. Donc on voit souvent dans les comités de mission d'avoir un chercheur qui va apporter autre chose. Peut-être qu'on ne confierait pas à ce chercheur la gestion opérationnelle de nos équipes, mais on est content de les avoir et qu'ils nous apportent autre chose dans ce comité. Alors, on va redonner la parole à la salle parce que c'est important. Oui. Alors, d'autres interventions, et on va en prendre une ou deux, comme ça permettra que la salle puisse s'exprimer. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire des interpellations, c'est important. Bonjour, je suis Marine Boyer, je travaille au sein d'Harmonie Mutuelle, qui est une entreprise à mission, mutualiste à mission, et je voulais simplement témoigner du fait de ce que c'est que de travailler dans une entreprise mutualiste à mission, de ce que ça procure, pour avoir travaillé aussi dans d'autres structures qui n'étaient pas entreprises mutualistes à mission. Et effectivement, la raison d'être d'Harmonie Mutuelle, qui est d'agir sur les facteurs de santé, les facteurs socio-économiques, environnementaux, qui permettent d'améliorer la santé des individus et des collectifs en se basant sur la force des collectifs. On le voit en interne, ça structure quand même vraiment l'orientation des collectifs de travail. C'est très structurant. Il y a un comité de mission, effectivement, avec des universitaires, des personnes externes qui permettent d'avoir ce regard très précis aussi sur ce qu'on fait. Tout est évalué, tout est mesuré pour pouvoir avoir des indications sur la marge de progression. Et en tant que salarié, je trouve que ça donne une dynamique qui est quand même très intéressante en matière de sens, de pourquoi on est là. Voilà. Donc c'était juste un témoignage que je voulais partager avec vous pour rendre aussi concret le fait de travailler dans une entreprise mutualiste à mission. Voilà ce que ça peut donner. Merci beaucoup. Si je peux ce témoignage, oui. Réagir juste un mot, parce qu'au moment où on a sorti la société à mission, il y a eu des réactions du type « mais vous réinventez au tiède, on a tout ce qu'il faut dans l'économie sociale, etc. » Premièrement. Deuxièmement, on nous a dit « imaginez si Bayer Monsanto devient entreprise à mission, c'est foutu, etc. » La réalité, c'est que Bayer Monsanto n'est pas devenu entreprise à mission et que c'est plutôt un nombre de mutuelles significatifs se sont transformées en entreprises à mission. Donc, et l'ensemble du secteur de l'économie sociale est en effet, pour les mutuelles en particulier, et donc très je trouve mobilisé. qu'il ne faut pas opposer les deux. Et donc voilà, c'est une corde de plus à l'arc de ces structures. Et donc je suis content de voir cette évolution. Merci. Alors on continue à faire circuler les micros dans la salle. Je crois qu'il y en a plusieurs. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Et s'il y a des questions, alors je pense qu'il y a une demande de micro qui arrive.
Oui, bonjour, Laure Dorsemène. Je suis responsable ressources humaines à la Fédération ADMR Haute-Corse, donc un réseau associatif qui œuvre dans les services à la personne. Et effectivement, quand on parle de raison d'être, ça évoque de suite pour nous le projet associatif qui est de permettre aux personnes âgées de vivre chez eux dans les meilleures conditions possibles. Et donc cette raison d'être résonne également pour nos salariés, puisque quand on leur envoie les enquêtes de satisfaction et que l'on regarde les résultats, on voit bien qu'il y a un fort sentiment d'utilité sociale pour toutes ces personnes, tous ces salariés. Donc, bien sûr, nous devons travailler au quotidien pour entretenir et améliorer les conditions de travail. Là, je fais le lien avec le premier atelier. Par rapport au recrutement, les personnes que je rencontre très régulièrement font un véritable choix de venir dans ce secteur, puisque souvent j'entends la chose suivante: oui, j'ai envie d'aider mon prochain, d'aider les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Donc on voit bien qu'au fil du temps, on s'éloigne un petit peu de cette image simpliste de la personne qui entretient simplement le cadre de vie des personnes en situation de dépendance. Et il y a un véritable sens que l'on donne à ce métier. Et voilà, donc je ne désespère pas qu'avec le temps, les choses puissent, cette image puisse s'améliorer. Et voilà, à travers toutes les politiques RH ou de qualité de vie au travail que l'on pourra déployer. Merci de votre témoignage. Moi, je voudrais insister là-dessus, sur ce que nous observons. Et c'est que la boîte à outils du secteur associatif est très vaste et un potentiel qu'on ne peut sans doute davantage exploiter. D'abord, la manière dont on réécrit nos statuts dans les associations à l'occasion de réformes statutaires, la façon dont on va formuler des articles des statuts qui vont non pas simplement obéir à un acte juridique, mais qui feront que dans nos statuts, la façon de définir l'article 2, la façon de repréciser les missions dans les statuts est un élément qui est à la portée du secteur associatif. Deuxième élément, c'est la façon dont notre secteur et les secteurs de l'ESS en général reviennent régulièrement, je l'ai insisté là-dessus, sur leurs projets. Vous savez, nous, dans le champ de la protection sociale, on est dans des moments où on se doit de nous re-questionner sur la protection sociale. Ce que nous observons de nos partenaires associatifs, c'est qu'ils sont confrontés également à la façon dont les projets associatifs doivent prendre en compte des nouveaux défis, doivent prendre en compte des bouleversements, doivent prendre en compte les questions d'attractivité de différents types. Ensuite, il y a, je pense, dans le secteur de l'économie sociale, une très grande habitude de charte ou de charte éthique ou de références qui, à un moment donné, d'ailleurs, font qu'on constitue autour de l'association, autour de la coopérative, voire autour de la mutuelle, des instances dédiées. Et donc, il y a aussi toute la question de la place des personnes accompagnées, le passage des logiques de bénéficiaires à des logiques de la personne humaine dans le projet. C'est aussi des éléments qui, à travers la raison d'être, sont réquestionnés nécessairement. Et je crois que le secteur associatif, de toute façon, quelque part, il est dans cette dynamique-là depuis quelques années. Je voulais rebondir sur le témoignage de l'ADMR de Corse. Merci pour votre engagement. Je voulais rajouter, puisque je représente l'ADMR donc, au sein de l'UDES, je voulais rajouter également ce qui fait à l'ADMR et ce qui peut être un facteur, un critère d'attractivité. C'est la gouvernance de l'ADMR est organisée avec la représentation en son sein pour un quart de salariés. Ce sont des salariés, et c'est tout à fait en dehors des représentants du personnel, c'est une autre structure, c'est une autre façon d'être impliqué dans son travail, dans son activité. C'est personnel, donc un quart de chaque conseil d'administration, aussi bien au niveau de la petite association locale, au niveau du conseil d'administration de la fédération départementale, au niveau à l'échelon également du comité régional et bien sûr à l'échelon de l'Union nationale. Ces salariés
ont une voix délibérative. Donc, comme vous l'avez dit, être salarié à l'ADMR, c'est avoir la possibilité de participer au projet, d'exprimer également son propre engagement et le faire rejoindre, le lier avec l'engagement des autres administrateurs qui sont des bénévoles issus de la société civile. C'est la particularité de l'ADMR, et je pense que c'est un point important. Et vous avez dit que dans le comité de mission, il y avait au moins un salarié. Et je pense que cette participation-là des salariés, elle est un facteur, en tous les cas, elle est pour tous, je pense, et à l'ADMR, c'est le cas. C'est un des éléments attractifs de notre structure. Il y en a bien d'autres, tout n'est pas facile pour autant, mais en tous les cas, cette place du salarié vient renforcer, vient nourrir ce que nous sommes. Voilà, vient nourrir ce que nous sommes. On redonne la parole peut-être dans la salle pour qu'il y ait d'autres interventions sur d'autres sujets ou des thématiques qui n'ont pas été évoquées et sur lesquelles vous souhaitiez intervenir. Ça va, pas de commentaires. Jean-Baptiste, si tu veux bien, oui. Je vais réagir à ce que vous venez de dire parce que c'est à nouveau une forme d'avancée de l'économie sociale et solidaire par rapport au reste de l'économie. Dans le rapport Nota-Sénar, on cherchait à augmenter le nombre de salariés dans les conseils d'administration de toutes les grandes entreprises. On n'a pas complètement été suivi. Et donc vous citez le nombre de 1/4. En France, pour les grandes entreprises, on est à peu près à 14% de salariés dans les conseils d'administration. En Europe, en moyenne, c'est 33%. Et en Allemagne, on est à la moitié. Donc, je trouve que c'est une excellente chose. Et il faudrait que ça se diffuse, notamment à partir de l'économie sociale et du reste de l'Europe, de la même façon que la raison d'être. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous aviez en vous et que beaucoup de sociétés redécouvrent. Parce qu'au départ, c'est objet social. Au départ, c'est obligatoire, quand on crée une société, d'avoir un objet social. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'objet social, on en fait ce qu'on veut. On dit, je fais des pneus, et puis tout ce qui est de près ou de loin. Donc, en fait, on peut tout faire. L'idée de la raison d'être, c'était de recréer ça, de recréer ce projet, cet objet. Et là aussi, il y a une sorte d'avance de l'économie sociale. Pas d'autres interventions. Donc, oui, une dernière, Manuela. Moi, je voudrais faire le lien entre le projet dont tu parlais tout à l'heure, Philippe, et la vocation sociétale aussi des activités développées par les structures, et faire le lien également avec le discours d'ouverture de notre président Gvidor, parce qu'on en a discuté hier lors du bureau. Demain, moins de solidarité, ça a aussi un impact sur pas mal de publics. On parle beaucoup des jeunes, des personnes en situation de handicap, mais moi je voudrais insister sur le taux d'emploi des femmes, parce qu'on sait bien que si demain la solidarité n'est pas portée par les structures pour des raisons de baisse de financement, on sait bien qui dans la société va devoir porter cette solidarité. Et donc je pense qu'on a aussi à faire le lien entre non seulement le projet de la structure, mais l'impact pour l'ensemble de la population et plus spécifiquement sur les femmes en ce qui me concerne en termes de focus. Voilà. Merci Manuela. Peut-être pour poursuivre sur ton intervention, un mot sur la manière dont l'engagement sociétal fait son entrée dans les entreprises. Je prends à partir de la crise des gilets jaunes et de la crise de la Covid, la prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs. Mon groupe est un exemple qui est très engagé par l'action sociale depuis des années, notamment à travers l'Agir Carco, l'action sociale prévoyance. Mais au-delà de ça, même si nous avons une grande tradition d'engagement sociétal depuis l'origine de la mondiale, il y a une accélération des crises qui impactent directement les salariés dans nos groupes. Alors, étant un acteur de l'économie sociale et solidaire, nous le vivons différemment, mais l'ensemble des groupes sont dans cette réalité-là. Et donc là, il y a, me semble-t-il, un point de rencontre
entre le monde économique, le monde des entreprises et les acteurs de l'économie sociale autour de l'expertise sociétale que notre secteur de l'économie sociale porte aujourd'hui et sur lequel il y a des alliances à construire, je pense, par rapport à ces défis-là. Ce qui ne retire en rien toutes les remarques sur la place de la puissance publique. Ce n'est pas en lieu et place, mais en plus. Oui, Jean-Baptiste. En attendant d'autres questions, je veux continuer à réagir. Il y avait dans le questionnaire précédent la question du soutien des pouvoirs publics, qui est sorti pas très très haut, ce qui correspond, nous, à l'esprit qu'on avait, c'est-à-dire ne pas recréer une niche fiscale ou vraiment un avantage directement matériel qui aurait fait peser des doutes sur la sincérité de la démarche. Donc à l'époque, on nous avait posé la question, on avait dit non, il ne faut pas qu'il y ait de soutien financier ou fiscaux, il y a déjà des dispositifs qui existent, et comme disait Philippe, qu'il faut préserver. On souhaitait que ça soit sans contrepartie. Cela dit, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est, en tout cas moi, quand je travaillais avec insertion par activité économique, c'est qu'il y a un dialogue de gestion avec l'administration, avec le ministère du Travail. Et donc, moi, ce que je vois aujourd'hui avec le développement de la raison d'être et des sociétés à mission, c'est que c'est aussi une possibilité. Souvent, on peste, on se dit, bah voilà, le régulateur m'embête sur tel indicateur, alors que pour moi, ce n'est pas le sujet, c'est ce chiffre-là. Et ben, c'est le moyen de faire votre propre indicateur. Vous dites, bah voilà, ma raison d'être, c'est ça. Et de mon point de vue, dans les 3 indicateurs socio-environnementaux que je suis, eh ben, peut-être qu'il y en a 2 qui sont communs avec ce que demande la directe, mais il y en a un 3e que moi j'ai envie de mettre en avant parce que pour moi c'est vraiment celui qui correspond mieux à mon activité. Je pose, je présente publiquement et dans mon dialogue de gestion. Et moi, si j'étais ministre du Travail dans 5-10 ans, bah, je regarde les différentes structures. S'il y en a un tiers qui ont pris tel indicateur parce que et le vivent depuis 10 ans comme ce qui correspond mieux à leur activité, bah, au bout d'un moment, peut-être qu'il faudra faire évoluer le dialogue de gestion et intégrer, par exemple, cet indicateur plutôt qu'un autre. Donc c'est un moyen aussi pour vous d'être en avance de phase par rapport à votre propre évaluation de votre métier. Donc il faut le prendre aussi dans cette opportunité-là. Je me permets de prendre la parole. Nous avons des réactions en direct sur la plateforme, notamment une réaction d'Emmanuel Gobin. La raison d'être a été imaginée pour le lucratif. En l'abordant ici, n'est-ce pas le fait que nous aurions perdu notre légitimité aux yeux de la société ? Et une autre réaction qui finalement va un peu sur la même thématique. ESS statut ne vaut pas vertu. La raison d'être permet de revisiter le projet associatif ou d'entreprise en s'appuyant sur l'évaluation. Est-ce que vous auriez des remarques ou des réflexions par rapport à ça ? Je t'en prie, tu peux commencer. Puis C'est amusant parce que quand on était tout à l'heure assis avec Philippe, on réagissait à cette phrase de « statut ne vaut pas vertu », prononcée par notre ami Jean-Marc Boréau. Oui. Qui est très limité comme phrase. Exactement. On se disait il y a une part de vérité, mais à force de prononcer cette phrase, il ne faudrait pas s'y limiter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comme par hasard, ceux qui sont devenus entreprises à mission, ce n'est pas Bayer Monsanto, c'est d'abord des mutuelles ou des entreprises qui ont une longue histoire d'engagement. Donc oui, le fait de... Et ça vaut pour les statuts d'économie sociale, mais ça vaut aussi pour la question de la société à mission. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi parce qu'on a marqué la raison d'être dans ses statuts, parce qu'on suit des indicateurs. Ça ne permet pas de faire tout et n'importe quoi. Donc cette phrase est encore vraie, mais elle ne peut pas justifier non plus de dire bon, le statut, ça ne sert à rien. Voilà, moi je trouve qu'il faut trouver un équilibre sur cette question. On mesure ces indicateurs, on mesure son impact, mais les statuts, c'est des engagements vis-à-vis de la société qui sont, à mon avis, importants. Oui, et puis c'est une forme d'enfermement ou d'appauvrissement de l'idée même des statuts, qui portent quelque chose d'essentiel qui dépasse la dimension juridique, qui est le fait associatif. Et ça, c'est un élément qui ne peut pas se limiter simplement à cette vision restrictive. Et sur la première question que j'attendais, que j'avais déjà commencé à y répondre sans qu'on me la pose,
Moi, je suis pas d'accord avec cette vision. Je dirais plutôt que c'est inverse, c'est-à-dire soyons heureux que le reste des entreprises viennent sur ce champ. C'est terrible d'être dans un monde où on va tout mesurer à travers le taux de rentabilité et on peut aller très très loin sur ces chiffres. Demain, toutes les politiques sociales vont être évaluées avec un chiffre unique, etc. C'est une catastrophe. Il vaut mieux se placer sur ce terrain qui est le vôtre, qui est le nôtre, qui est justement comment vous expliquez à vos publics, à vos partenaires, à quoi vous servez, comment vous le faites différemment d'autres. Et je ne vois pas en quoi dire ça serait réservé aux lucratifs. Ce qu'il y a derrière cette phrase, c'est de dire, en fait, si j'interprète, c'est des gens qui n'ont pas eu courage de passer au statut, qui se contentent d'une raison d'être. Mais comme je disais, tant mieux s'ils n'y arrivent pas. Déjà, il y en a qui prennent une raison d'être. Ensuite, ils ont du mal à passer société à mission, justement parce qu'ils n'arrivent pas à réunir leurs actionnaires. Peut-être qu'un jour, ils y arriveront, tant mieux. Et peut-être qu'un jour, ils se rendront compte que le meilleur moyen de protéger la mission, c'est d'avoir un statut. Puisque vous avez une raison d'être, vous avez une mission, mais vous êtes racheté par un fonds de pension, un fonds d'investissement vautour de je ne sais pas quel pays. Ben, du jour au lendemain, ce fonds qui maîtrise 2/3 de votre capital, il dit eh ben, c'était super votre mission. Mais maintenant, on efface des statuts et puis maintenant, on va juste faire du chiffre. Donc, le dernier étage, pour moi, après la mission, c'est des dispositifs de statut qui permettent de protéger cette mission. Donc, c'est une des choses qu'on a proposé de développer dans le rapport qui sont les fondations actionnaires, c'est-à-dire qu'une société, comme ça se fait beaucoup au Danemark ou en Allemagne, soit la propriété en partie, soit détenue en partie par des fondations. Comme on ne peut pas racheter une fondation, tant que l'entreprise n'a pas besoin de se recapitaliser outre mesure, elle peut stabiliser sa mission. Le dispositif de la mutuelle est aussi un autre moyen de préserver cette mission. Donc moi, je n'opposerai pas, je dirais simplement qu'on est sur une échelle, il y a la raison d'être, il y a la mission, et puis le cran au-dessus, c'est de protéger tout ça. Voilà. Peut-être aussi un risque, c'est d'assister à un secteur privé lucratif qui vient chercher du sens dans le secteur de l'économie sociale. Et donc là, il y a en effet une démarche qui doit être offensive, qui doit à la fois de rappeler les finalités, la différence, quand on utilise l'expression de la différence paritaire et mutualiste, ce n'est pas par hasard par rapport aux assureurs du secteur privé. Quand on dialogue avec des branches professionnelles et qu'on embarque les organisations syndicales, employeurs, il se joue là quelque chose qui dépasse simplement le moins-10 ans, mais qui embarque les questions de prévention, qui embarque un certain nombre de dispositifs. Et puis ensuite, il y a une dimension essentielle qui est le partage de la valeur. C'est-à-dire que le partage de la valeur, aujourd'hui, quand on est à but non lucratif, ou quand on est une entreprise privée lucrative, ne se joue pas de la même façon. Nous sommes avec une gouvernance à la fois syndicale et employeur, ça change tout. Au moment où les résultats sont partagés en fin d'exercice, ils reviennent à la marge de l'entreprise, quand on est un groupe de protection sociale, une mutuelle ou autre, et une coopérative encore davantage sur d'autres aspects. En tout cas, je crois que c'est des éléments qui montrent aussi les tensions, mais qui appellent aussi à un mot qui est cher à Rosan Vallon, qui est la question de la légitimité, de renforcer aussi la légitimité des différents secteurs, et en particulier du secteur de l'économie sociale, à rappeler que dans son projet, dans ses finalités, la question du sens est constitutive de son émergence. On peut peut-être, Marie-Thérèse, aller vers la conclusion. Vers la conclusion, je ne sais pas si on a un nuage de mots, et c'est à partir de là, voilà. Pardon, roulement de tambour. Alors, engagement, sobriété essentielle. Un modèle, c'est intéressant. Ça revient un peu à ce que vous disiez. Alors, ce qui ressort de cet atelier, c'est bien le sens.
le sens. Être dans l'exemplarité également, le sens, l'engagement, c'est peut-être sur ces deux essentiels. Bon, l'exemplarité également, bon, le projet, on a parlé de nos projets associatifs. Et ce sens, je pense que c'est important qu'il soit partagé entre la gouvernance et les salariés. L'UDES est présente partout. Là où l'économie conventionnelle se développe, mais également là où elle n'est plus, dans la ruralité, les quartiers populaires, l'outre-mer. Trouver son sens, c'est à la fois pour les salariés et pour la gouvernance, c'est un peu c'est être au bon endroit, se sentir au bon endroit, quel que soit qu'on soit salarié ou en gouvernance. Peut-être rappeler également que c'est un lieu, finalement, l'UDES, de mobilisation citoyenne et d'innovation sociale. Je crois que vous en avez parlé. J'ai envie de dire avec beaucoup d'enthousiasme que l'UDES, en fait, forge les clés d'un futur plus désirable. On a envie de s'engager, on a envie d'être dans l'exemplarité, on a envie de porter un projet. Et j'allais dire que nous le savions. Nous le faisons savoir, je crois que ça a été dit un peu dans les temps de travail précédents. Finalement, l'ESS, c'est the place to be. Super, merci. On se retrouvera au sommet de la francophonie pour l'ESS dans la francophonie, pour la place to be. Et petit mot juste avant de vous remercier, n'hésitez pas, avant de partir, on va rester quelques instants ici, de remplir le questionnaire de satisfaction également, pour qu'on puisse nous aussi s'améliorer pour la prochaine fois. Je voudrais qu'on applaudisse nos partenaires d'AG2R. Merci infiniment. Et bravo pour cette présentation. Merci à toutes les équipes ici qui en complicité permettent tout cela. Quelques petites infos. Bac plus 28 en journalisme pour vous dire que on va se retrouver chez le traiteur maintenant pour dans l'espace olympique partager un joli moment, un buffet offert par la Confédération du Crédit Mutuel. Merci à nos banquiers de nous nourrir. Il y a une exposition immersive sur les futurs du travail disponible à la visite, proposée par l'APEC. Merci l'APEC, et c'est à l'entrée évidemment. Je dois vous dire également que l'un d'entre vous, là c'est Bac plus 48, a perdu son téléphone portable. Mais comme on est sympa et honnête, savouré c'est rare, le portable qui a été perdu est au vestiaire évidemment. Alors bien sûr, vous ne l'aurez pas en disant j'ai perdu mon portable. Il va falloir montrer tous les papiers, des prélèvements, tout ça clac-clac pour savoir si c'est vraiment le vôtre. Ça se passe au vestiaire ici à l'étage. Vous aurez tout ça évidemment. Et on va pouvoir terminer avec les images de notre partenaire. Et je crois que je n'ai pas oublié grand-chose, semble-t-il. Très très bien. Il me semble que si on doit souhaiter un joyeux appétit, profitez-en aujourd'hui, on ne sait pas si on ne va pas mourir demain. Voilà, super. Non mais c'est comme ça, il faut se le dire, non ou pas? Entre épicuriens. Mesdames et messieurs, joyeux appétit. Attention, hein, à 13h50, je vous veux dans la salle, parce qu'à 13h51, on est reparti. À tout à l'heure, merci à tous. Face à nous se dresse un défi immense, à la fois environnemental et social. Au cours des dernières décennies, la société n'a cessé de changer de visage. Pour faire face à cette mutation, il devient essentiel que notre collectif redonne du sens au bien vivre ensemble. Chez AG2R La Mondiale, telle est la vision que nous défendons, tant elle résonne avec nos valeurs paritaires et mutualistes. Aussi avons-nous fait de la préservation du bien-être, du bien travailler et du bien vieillir le cœur de nos actions. Grâce à notre proximité historique avec les branches professionnelles, les entreprises et les particuliers, nous protégeons 15 millions de personnes tout au long de leur vie. Pour elles, nous avons développé des solutions complètes et innovantes pour faire face aux aléas de la vie, afin de leur permettre de préparer un avenir plein de possibilités. Et parce qu'avec l'augmentation de l'esclavage,